Cet été, je vous emmène retrouver d'anciens épisodes, ceux enregistrés avec des thérapeutes au début de l'aventure de la petite voix. Des rencontres qui m'ont façonné et qui ont posé les bases de ce podcast. Je vous accompagne avec ces replays jusqu'à la rentrée. Alors bonne écoute et bel été. Ce qui est important à comprendre, c'est que le MDR, c'est la remise en marche de ce processus d'auto-guérison qui va finir de digérer les dossiers qui n'ont pas pu l'être. C'est un outil qui est très nouveau dans l'histoire de l'humanité et je pense qu'on n'a pas encore mesuré à quel point ça pouvait être transformateur, puisque depuis l'aube de l'humanité, nous faisons tous ce que nous pouvons avec nos émotions. On entend toujours parler de gestion des émotions. Là, il s'agit de digestion des émotions. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Est-ce que cela vous arrive parfois de repenser à un souvenir, heureux ou douloureux, fort en tout cas, et d'en ressentir toutes les émotions comme si vous reviviez la scène ? Parfois, ça peut remonter à plusieurs années, mais le ressenti lui reste intact et c'est comme là, imprimé dans notre corps. Eh bien, comment faire justement quand cette sensation nous encombre, voire même elle nous empêche d'avancer ? Comment faire pour enfin digérer cette émotion et lui permettre de prendre sa juste place de souvenir, sans être aussi vivace ici et maintenant ? Eh bien, c'est tout ce que propose le MDR, cette approche thérapeutique relativement récente, dont Valérie Brie nous parle aujourd'hui dans La Petite Voix. Pour l'ancienne chanteuse lyrique, c'est simple, le MDR l'a sauvée et lui a permis de revenir à la vie après l'un des pires traumatismes que l'on puisse imaginer. Bienvenue dans un épisode puissant, touchant et plein d'espoir. Voilà une belle façon de commencer 2021 en force avec celle qui se présente comme une acharnée du bonheur. Avec Valérie, nous allons parler de passion pour la musique, d'un chemin d'acceptation, d'une initiation au chamanisme qui l'ouvre à la spiritualité et de MDR, cette thérapie profondément transformatrice. Bonjour Valérie, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci de m'y accueillir. Écoutez, je suis ravie parce que pour tout vous dire, ça fait un moment que je souhaitais parler de MDR dans La Petite Voix. C'est une approche dont j'ai pas mal entendu parler et qui me rendait curieuse. J'attendais juste de trouver la bonne personne et Valérie, vous êtes arrivée, donc c'est parfait. On peut enfin faire cet entretien avec vous sur le MDR. Donc je suis ravie de vous recevoir. Donc Valérie, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Valérie Brie, j'ai 54 ans et je vis à Bordeaux. Je suis une chanteuse lyrique reconvertie à la thérapie brève et mon outil de prédilection que j'affectionne et que je découvre avec toujours autant de bonheur chaque jour, c'est le MDR. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, dans cet entretien avec La Petite Voix, Valérie, c'est de comprendre quel a été votre parcours, comment vous avez cheminé pour un jour rencontrer le MDR et devenir vous-même thérapeute. J'imagine que ce métier de thérapeute n'était pas votre premier choix quand vous avez terminé vos études. Ah non, pas du tout. Les études ont été chaotiques. Je voulais faire de la musique, moi. Et après mon bac, mon père m'a imposé un BTS de secrétariat de direction trilingue qui m'allait à peu près comme un tablier à une vache. Voilà, donc après ça, j'ai fait Sciences Po qui m'allait encore moins bien. Et puis j'ai fini par trouver un travail de secrétariat à mi-temps et je me suis payé mes études de musique.
Votre premier amour. Ben justement, alors pardon, on va reprendre un petit peu étape par étape. Donc vous expliquez que vous, après votre bac, vous étiez porté comme ça vers la musique. Oui, j'ai passé mon bac en même temps que mon diplôme de fin d'études au Conservatoire de Poitiers. Et voilà, je voulais continuer et je voulais commencer le chant. Moi, il y a un truc qui m'interpelle quand vous évoquez vos études et vous nous annoncez comme ça, très simplement, qu'en fait, vous vous enchaînez avec Sciences Po. Mais alors, malgré tout, Sciences Po, c'est quand même pas n'importe quelles études. C'est assez exigeant. Donc, qu'est-ce qui fait que vous continuez par là? Je suis pas très débrouillarde. J'ai l'impression que trouver un travail comme ça toute seule pour me payer mes études de musique, ça me paraît une montagne. Je me dis, autant continuer dans la voie du BTS, faire quelque chose de plus qui m'amène plus loin. Et je pense à Sciences Po. Donc je passe le concours de Sciences Po, je rentre à Sciences Po Bordeaux. Et je termine pas l'année parce que je m'y ennuie profondément, parce qu'il faut lire le Monde diplomatique tous les jours et ça c'est une torture pour la rêveuse que je suis. Puis là, du coup, je trouve un travail à mi-temps, j'appelle mes parents et je leur explique que là, c'est terminé. Et alors, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez pu enfin accéder à ces études de musique? C'était très chouette. C'était très chouette et à la fois c'était très frustrant puisque comme je travaillais de 14h à 18h tous les jours et je n'ai pas pu explorer ce potentiel autant que j'aurais voulu. Et je commence le chant lyrique à ce moment-là. Ah, bon, malgré tout, vous avez un peu persévéré dans cette voie-là, mais en même temps, en parallèle, avancé dans votre vie professionnelle. Oui, c'est-à-dire que je deviens enseignante en collège pour continuer à payer ses études. Après, la vie a fait que j'ai rencontré mon premier mari et il y a eu ce bébé et puis il y a eu beaucoup de soucis avec ce premier mari. Donc quand je me retrouve toute seule avec ce petit pitchoun de 9 mois, je décide de passer le concours de CPE puisque je voulais pas être prof de musique, je voulais être musicienne. Mais là, je vois que j'en fais un peu mon deuil en fait. Donc là, la voie de la raison fait que vous choisissez de faire ce concours pour devenir CPE. Oui, et donc c'est ce que je fais, je deviens CPE, et puis en 95, donc il y a cet accident de voiture terrible qui emporte mon pitchoun qui a 3 ans et demi et son père. Et c'est un an après, pour me sortir un peu de la dépression terrible dans laquelle je suis tombée, que je décide de me remettre au chant lyrique. Donc je repars au conservatoire où ils sont très gentils, ils me réintègrent, et contre toute attente, j'en fais un métier. Ok, alors est-ce qu'on peut revenir sur cet accident? Parce que donc vous nous le dites, vous aviez quel âge à l'époque de l'accident? 28 ans. Et donc là, évidemment, j'imagine le monde s'effondre. Alors le monde s'effondre et le monde s'ouvre en même temps. C'était, je pense, un accident très initiatique puisque moi j'étais d'une famille de parents athées, j'étais pas baptisée, ça mangeait plutôt du curry à tous les repas. Donc voilà, quand Benjamin disparaît, pour moi, eh bien, le cerveau est l'organe qui produit la conscience, donc après la mort, il n'y a plus rien. Et puis là, je vais être secouée, bien secouée par l'univers et tout un monde invisible m'apparaît. Ah. Donc je reçois quantité de signes et quantité de choses, déjà au moment de sa mort, je le sens partir, hein, je ne suis pas avec eux, mais je suis prise d'un gros malaise. Je suis pliée en deux sur une terrasse de café avec un ami qui a failli appeler le SAMU. Et ça a duré 10 minutes, prise d'un malaise incompréhensible. Et puis après, on devait se rejoindre à la kermesse, en fait. Voilà. Et puis j'arrive à la kermesse et je ne vois pas arriver ni mon fils ni mon ex-mari. Je pleure sans savoir pourquoi. Et je rentre à la maison et puis 1 heure après, les gendarmes débarquent pour m'annoncer la nouvelle. Voilà. Et donc vous dites qu'à la suite de la perte de votre fils, ça vous ouvre les portes de l'invisible. Oui, 6 mois où je suis un peu prise dans la main des anges, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a tout un domaine qui s'ouvre à moi qui était complètement inconnu, avec beaucoup de synchronicité, voilà, j'ai l'impression de découvrir tout un monde. Comme ça, je sais mentalement que mon fils est mort, mais je ne l'ai pas du tout encore réalisé. Donc pendant 6 mois, je suis un petit peu dans une espèce de grâce comme ça, où on me montre énormément de choses, où je capte énormément de messages, où je comprends énormément je lis beaucoup sur la vie après la mort, Kardec, enfin, je dévore un petit peu tout ce qui passe. Puis après, bon, au bout de 6 mois, brutalement, je retombe dans mes baskets d'humaine incarnée.
Et là, je fais une dépression colossale, évidemment. Et donc là, vous êtes jeune en plus quand vous évoquez donc évidemment ce revers de bâton terrible. Vous avez vous avez à peine 30 ans et vous devez faire face à cette profonde dépression-là. Et puis il faut que voilà, vous êtes en train de vous reconstruire en fait. Cette dépression, elle a été très profonde. Et puis la perte d'un enfant est un changement d'identité profond. C'est vraiment quelque chose qui nous emmène très très loin dans la prise de conscience, dans ce qu'est la vie, dans l'acceptation. C'est un chemin qui est très exigeant et puis qui, je pense, n'est jamais fini. Oui, puis je suis en décalage avec tout le monde. C'est-à-dire ? Eh bien, je vis ça à un moment où tout le monde se met en couple et tout le monde fonde un foyer. Donc, ça devient très difficile pour moi de voir les enfants des autres. Ça devient très difficile pour les autres de me voir arriver avec mon sac à dos qui porte un enfant mort. Et ces 10 années de 30 à 40 où en général les gens sont en pleine floraison, en pleine construction, sont vraiment pour moi la traversée d'une eau très tempétueuse. Mais alors, quand même, parmi ce chaos intérieur qu'on imagine volontiers, vous continuez à travailler au conservatoire ? Oui, je deviens, contre toute attente, je deviens chanteuse lyrique. Donc, je commence par faire des remplacements, enfin des supplémentaires, on appelle ça des chœurs supplémentaires à l'Opéra de Bordeaux, à l'Opéra de Tours. Ouais. Je suis repérée par la directrice artistique de l'Opéra de Bordeaux qui m'engage comme soliste. Donc, je fais une tournée, on fait une création comme ça mondiale. Donc, je fais 11 scènes nationales comme ça sur 6 mois. Je perds autant de kilos que de mois que dure la tournée, tellement je suis morte de trac. Donc, à la suite de ce contrat, je décide, moi, de rentrer dans le cœur de l'Opéra de Bordeaux. Pour me poser et pour prendre une respiration, parce que j'ai l'impression de vivre à Beyrouth depuis quelques années. Je suis choriste titulaire. On est payé au mois. On fait toutes les productions qui sont à faire dans la saison. Nous sommes un groupe de 38 personnes et ça dure jusqu'en 2015. Donc, mais c'est un métier qui me fait énormément de bien les premières années. Puis c'est surtout en étant dans le cœur de l'Opéra de Bordeaux qu'une de mes collègues un jour me dit « Tiens, j'ai lu ce bouquin, c'était Guérir » de Savant Schreiber. Elle me dit « Il parle là de choses qui pourraient t'intéresser. » Donc je tombe sur l'explication de la découverte de cet outil magnifique qu'est le MDR et je me dis « Mais c'est ça que je veux. » Oui, c'est ce qu'il me faut pour me sortir de là. Et quand je dis le MDR m'a sauvé la vie, ce n'est pas un vain mot, hein. Oui, quand je commence cette thérapie, moi j'ai 37 ans, j'ai conscience de porter un fardeau qui est tellement pesant que j'ai l'impression d'être allée au bout de tout ce que la psychanalyse ou la thérapie blabla, comme je l'appelle, qui a ses vertus, elle a ses vertus, que je suis allée vraiment au bout de tout ça. Enfin voilà, je vois bien que je porte toute cette tristesse et toute cette lourdeur. Il est très difficile pour moi d'être dans la légèreté, dans l'insouciance, Voilà, du coup, je me dis, voilà, je ne vais pas porter ça toute ma vie. Il y a un jour où je vais en avoir assez et tirer ma révérence. Et c'est forcément pas une pensée réjouissante. Donc, c'est pour ça que quand je découvre le MDR dans le bouquin, je me dis, ah mais oui, c'est ça qu'il me faut. C'est ça. Je fonce. Ok. Alors, pardon, juste pour qu'on se dise les choses clairement, ça veut dire que vous pensez à vous donner la mort à un moment? Oui, j'ai essayé 1 an après la mort de mon fils. Je me suis ratée, j'ai une amie qui est passée à temps. Et puis voilà, après je traîne ma misère, mais j'ai l'impression qu'effectivement, je vais peut-être pas avoir la force de la traîner toute ma vie, cette misère. Et j'ai l'impression que voilà, pour compenser le malheur de cette perte, il faut tellement de bonheur et que je n'ai tellement pas les outils pour aller vers le bonheur. Voilà, je sens bien que ce sont des freins émotionnels. C'est pour ça que le MDR me parle tellement. Quand je lis ce bouquin, je me dis, mais effectivement, c'est là. Donc je fonce chez un thérapeute qui fait de l'EMDR. Ouais. Chez une thérapeute que je remercierai toute ma vie. Donc à l'époque, voilà, ça vient juste d'arriver en France. Le MDR, c'est tout neuf. Et puis là, je pose les valises. Voilà, je suis émerveillée par cette thérapie. Et puis, comme je suis une espèce d'acharnée du bonheur jusqu'au boutiste, je décide qu'après avoir enlevé les menhirs du sac à dos, on va s'attaquer aux gros rochers, et puis aux cailloux, et puis au gravier, et finalement, pourquoi pas au sable. Donc, je suis cette thérapie assidûment pendant 2 ans et demi au moins.
vous dites que vous sentiez, voilà, un peu, malgré vous, portant tous ces malheurs, et donc ayant une énergie qui dégageait ça. Et là, vous avez le sentiment qu'avec le MDR, vous faites le chemin inverse, que vous arrivez à vous débarrasser. Ah oui, ça change tout. Ça change tout et ça change les autres. C'est très drôle. Oui, et ça, c'est quelque chose que me rapportent mes patients tout le temps. Notamment les jeunes filles avec lesquelles je travaille sur des viols qu'elles ont subis, me rapportent toujours ça, c'est-à-dire qu'elles sont dans cette crainte du regard de l'aube dans la rue. Hein, et puis les hommes le sentant se permettent d'être triviaux avec elles. Et ça change une fois qu'on a travaillé sur toute cette peur, tout ce drame, tout ce traumatisme. Elles disent, c'est incroyable, le regard des hommes n'est plus le même. Ils sont respectueux, ils ne se permettent plus. Donc là, vous faites 2 ans et demi de thérapie qui vont vous, pardon, le mot est mal choisi, mais c'est celui qui me vient, vous restaurer en fait, c'est ça. À vous-même et auprès des autres. Oui, qui vont me permettre de tomber amoureuse d'un charmant jeune homme de 41 ans à l'époque. Génial. Voilà, et puis de pouvoir envisager de devenir maman de nouveau, ce qui était complètement exclu depuis la mort de mon fils. C'était jamais plus je ne prends le risque. Et là, tout d'un coup, c'est possible de reprendre ce risque. C'est incroyable. Et donc vous redevenez maman. Donc ça veut dire que là, vous avez réussi, je reprends votre expression, à sortir des flammes. Et maintenant, vous reprenez complètement pied. Vous retrouvez une vie normale, entre guillemets, et avec tout ce que ça a de positif, du coup. Oui, pour quelque temps, en tout cas. Parce que là, je suis de nouveau toute seule avec cet enfant de 12 ans. D'accord. Avec de très très bonnes relations avec son papa. Mais ok. Je suis séparée. Lui, c'était assez jeune, elle avait 4 ans, par là. Et donc, vous êtes toujours dans le cœur de l'Opéra de Bordeaux. Oui. Cette thérapie EMDR vous ouvre des voies incroyables. Mais alors, pour l'instant, la manière dont vous l'évoquez, c'est que vous trouvez ça absolument génial. Mais pour vous, en tant que patiente, vous n'évoquez pas encore le fait de passer de l'autre côté. Alors, non, je ne suis pas de l'autre côté. Cependant, je bassine absolument tout le monde avec. C'est un bon début. et puis effectivement, dès que les copines viennent me voir et qu'elles ont un gros chagrin et un gros souci, je leur dis, tiens, Cocotte, continue à me parler, mais pendant que tu me parles, on va joindre l'utile à l'agréable, et je tapote leurs genoux, parce que je sais que ça met en marche cette machine à digérer. Donc mes copines, elles aiment beaucoup venir me parler. D'autant plus, bah oui. Oui, parce qu'elles vont bien mieux après, mais... Voilà, ce qu'elle ne mesure pas et que je ne mesure même pas à l'époque non plus tout à fait encore moi, c'est que ce n'est pas le fait de m'avoir parlé simplement qui les a soulagés, ça va bien au-delà de ça. Mais alors, à quel moment vous vous dites, une fois que vous avez bien dit à tout le monde dans votre entourage combien le MDR était extraordinaire, à quel moment vous vient l'idée que peut-être vous aussi, vous pourriez devenir thérapeute et donc envisager de quitter l'Opéra de Bordeaux pour devenir praticienne EMDR? Il s'agit une fois de plus dans ma vie d'un choix par défaut, puisque moi j'ai l'impression que la vie a passé son temps à mettre des coups de pied aux fesses du petit bourricot que j'étais. Donc je suis bien au chaud dans mon cœur de l'Opéra de Bordeaux. Ça fait quelques années que je m'ennuie. En 2015, je prends mon jour annuel de congé pour l'anniversaire de la mort de Benjamin, qui est le 20 mai. Et puis là, je tombe. Je ne veux plus retourner au travail. Quelque chose se bloque, je n'arrive plus à descendre mes escaliers. Ça s'appelle un burn-out. Mon corps me dit stop. Alors mon corps me dit stop depuis 2 ans. C'est-à-dire que 2 ans auparavant, j'ai subi un traumatisme sonore. Donc ce jour-là, on est vraiment collés serrés à chanter une production de Verdi dans une salle très sonore. Et je repars de là avec des douleurs d'otite aiguë. Je pense d'ailleurs que je fais une otite aiguë. Puis moi, en fait, je fais un traumatisme sonore dont je récupère, mais qui met en place une hyperacousie majeure et douloureuse dont je n'ai pas vraiment conscience. Je sais que j'ai mal aux oreilles très tôt, très facilement. Mais je vis pendant 2 ans avec ça. Voilà, c'est ça qui me mène en fait au burn-out. Mais ça, je vais le comprendre qu'au bout de 6 mois d'arrêt, en voyant un ORL spécialisé là-dedans qui m'explique comment la perte d'audition, aussi bien que l'hyperacousie, qui est l'inverse,
Le fait d'avoir mal aux oreilles quand une petite cuillère tombe par terre est bien facteur de stress, d'isolement social, de dépression, voire de burn-out. D'accord, ok. Et donc vous arrivez à ce stade-là de burn-out. De burn-out. Donc là, je prends le temps de me remettre sur pied. Je fais à ce moment-là tout un cursus en chamanisme sur les conseils d'Olivier Olivier Chandon, et qui me dit bon, ça va, vous avez assez fait de tourisme thérapeutique, maintenant il faut monter la marche au-dessus, et la marche au-dessus, c'est la marche spirituelle. Alors, il me dit il faut que vous fassiez un recouvrement d'âme. Oh, ben, très bien, alors je pars sur mon petit ordinateur, c'est parti pour un recouvrement d'âme. Ah oui, mais non, le recouvrement d'âme, c'est le 5e stage. Avant, il faut faire l'initiation machin, apprendre à voyager, trouver son animal totem, et puis enfin tout un déroulé qui en fait me prend, je sais pas, 1 an ou 2. Le chamanisme, c'est vraiment le berceau de toutes les religions. Mais on enlève le il faut pas que tu fasses ça et tu dois faire comme ça, et il n'y a pas de dogme, il n'y a rien, il y a juste une prise de contact avec tous ces alliés invisibles, alors qu'ils sont des alliés de tout poil, on va dire. Hein. Et puis des voyages vraiment à l'intérieur de nous. Et moi là, ça m'ouvre vraiment énormément de portes. Et alors, donc, je suis donc dans mon petit burn-out. Je réalise que même mes oreilles réparées, je ne reprendrai pas ce travail. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ma petite de 7 ans à élever? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me dis, mais en fait, moi, ce que j'aime bien faire, et ce que je fais tout le temps avec mes amis, et puis ce que je fais avec ma fille depuis qu'elle est petite, je fais de l'EMDR avec Alice depuis sa naissance quasiment. Donc, je dis, effectivement, moi, ce que je sais le mieux faire à part ça, c'est écouter les gens, et c'est voyager dans ce labyrinthe intérieur, ayant moi-même tellement voyagé dans le mien. Voilà, étant ce que ma thérapeute appelle une polytraumatisée. Bon, je me dis, je vais me former à ça. Donc, je me forme à l'hypnose et à l'EMDR. Alors, ça a duré, c'était sur 1 an, et c'est par période de 5 jours ou sur des week-ends de 3 jours. D'accord. Donc, justement, ça tombe bien, on commence à l'évoquer, mais alors, l'EMDR, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que cet acronyme signifie et ensuite, en quoi ça consiste, l'EMDR? Alors, l'EMDR, l'acronyme, c'est EYES pour yeux, Movement pour mouvement, Reprocessing pour retraitement, et désensibilisation. Mais c'est un acronyme qui a été trouvé au début. Maintenant, il pourrait être changé, parce qu'en fait, la découverte de cet outil passe par les yeux au départ, puis on se rend compte qu'en fait, c'est une stimulation alternée qui met en marche ce processus dans le cerveau de guérison. Et ça passe aussi bien par des alternances d'yeux, de droite à gauche, que par des tapotements en alternance sur les genoux ou des bruits en alternance dans les oreilles. Et donc, le MDR, ils sont toujours en train de chercher le pourquoi. Ils savent comment ça fonctionne, le pourquoi et comment ça fonctionne vraiment au niveau du cerveau, c'est encore une énigme. Ce qu'on sait, c'est que c'est un processus d'auto-guérison. De la même façon que votre peau s'organise pour cicatriser quand vous vous coupez avec un couteau, et que nous ne sommes pour rien dans la cicatrisation, c'est-à-dire que ni vous ni moi n'ordonnons à nos cellules de se multiplier, et bien de la même façon, nous avons ce processus de traitement, d'auto-guérison, qui se met en marche toutes les nuits. On sait que ça triangule entre 3 parties de notre cerveau, la partie qu'on appelle le réseau, le cerveau un peu archaïque émotionnel, qui est collé sous le néocortex, et puis les 2 hémisphères, droite et gauche, de notre néocortex. Et cette machine, c'est notre processus d'auto-guérison toutes les nuits. Ça retraite toutes les émotions et tous les événements que nous avons vécus dans la journée, ça va les classer. Mais c'est un peu comme une machine à laver, elle a une capacité de linge donnée. Si votre machine à laver fait 8 kilos, elle va faire ses 8 kilos toutes les nuits. Son boulot, c'est de faire les 8 kilos, mais sauf que les journées, elle va pas forcément peser 8 kilos. Quand vous vivez un drame, quand vous vivez même des humiliations enfants, des deuils, des séparations, des trahisons, tout ça, ça pèse beaucoup plus lourd. Donc, techniquement, la machine, elle n'a pas le temps de tout digérer. Et ce qu'on observe à l'imagerie cérébrale, c'est que ce qui n'est pas digéré, ça fait des petites chaînes de neurones qui s'enquistent dans le cerveau et qui sont comme piégées et qui tournent au présent. Ok. Quand je dis ça tourne au présent, ça veut dire que ce que j'ai vécu hier, quand j'y repense aujourd'hui, me procure encore une émotion inconfortable.
Si je pense à grand-mère qui est morte il y a 20 ans, il y a deux solutions. Soit j'y pense avec un grand sourire, je suis ravie d'avoir connu cette femme et je n'évoque que les bons souvenirs et je suis dans un pur sourire heureux. Soit je suis dans ce sourire en même temps dans une nostalgie. La nostalgie, c'est une forme atténuée de la tristesse, c'est-à-dire elle me manque toujours. Ça veut dire que grand-mère, elle n'est pas digérée, elle n'est pas encore tout à fait assimilée et donc elle n'est pas encore tout à fait disponible à mon expérience de vie dans le sens d'une alliée. Et je vais éviter d'y penser, puisque mon système n'est pas idiot. Il ne va pas spontanément me mettre au contact de choses qui sont souffrantes. Ce qui est important à comprendre, c'est que le MDR, c'est la remise en marche de ce processus d'auto-guérison qui va finir de digérer les dossiers qui n'ont pas pu l'être. C'est un outil qui est très nouveau dans l'histoire de l'humanité et je pense qu'on n'a pas encore mesuré à quel point ça pouvait être transformateur, puisque depuis l'aube de l'humanité, nous faisons tous ce que nous pouvons avec nos émotions. On entend toujours parler de gestion des émotions. Là, il s'agit de digestion des émotions. Est-ce que donc c'est pour cette raison que le MDR est particulièrement recommandé et connu pour ce qu'il permet de faire sur des personnes qui ont vécu un gros traumatisme? C'est ça, et c'est malheureusement un peu réducteur, parce qu'il n'y a pas de petit traumatisme. Il y a la façon dont vous avez vécu les choses, et parfois, moi j'ai une patiente, elle a une vie qui s'est trouvée complètement impactée par le fait qu'elle a été gardée par ses grands-parents jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle n'a pas socialisé, elle a débarqué à l'école maternelle et elle a découvert les autres à ce moment-là. Et pour elle, ça a été le traumatisme. Et ça l'a suivi toute sa vie. Quand elle arrive en consultation à 35 ans passés, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de chez elle, qui ne peut même pas aller boire un verre avec les collègues, qui est dans une peur permanente de l'autre. Donc, c'est pas la guerre du Vietnam, d'accord ? Mais ça la met en panne complètement. Et peut-être il serait plus juste de dire que c'est pas un outil qui se met au service du traumatisme, c'est un outil qui se met au service de l'émotion. C'est le système émotionnel qui me guide, avec ce soleil intérieur que nous avons tous dès la naissance, qui est un soleil de j'aime. La joie, elle est reliée au j'aime. Et l'enfant, il est motivé que par ça. Et l'humain n'est motivé que par ça. Et il n'y a que cette émotion qui est sympa. Les autres, elles sont utiles, mais elles ne sont pas très confortables. Les autres, c'est la peur, c'est la tristesse, c'est la culpabilité, c'est le dégoût, c'est le mépris, c'est la colère. Tout ça, c'est la honte. C'est pas agréable à ressentir. Bien sûr. Donc ça veut dire concrètement, si je reprends l'exemple de cette jeune femme que vous évoquiez tout à l'heure, comment vous allez travailler avec elle? Alors, le MDR, ce qui est intéressant avec cet outil et qui me passionne chaque jour davantage, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Au départ, le MDR, on se dit qu'il faut prendre une cible, c'est-à-dire une scène dont on se souvient qui a été difficile. D'accord ? Mais il y a des gens qui viennent et qui vous disent, mais moi je me souviens de pratiquement rien de mon enfance, et puis franchement, j'ai eu une enfance normale, des parents ok, et je vois pas pourquoi je suis dans cet état aujourd'hui. D'accord ? Ils en sont à un moment où ils ont pas forcément beaucoup travaillé sur eux, et puis ils sont pas conscients, hein, ils ont pas encore ce regard sur eux-mêmes. En revanche, ils arrivent avec un mal-être, et ils arrivent avec un regard sur eux-mêmes. Et avec le FDR, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ce travail sur le double. Nous sommes tous doubles. Nous avons une partie en nous que nous validons, que nous reconnaissons. Hein, je suis bonne pour faire les crêpes. Je suis pas trop maladroite pour attraper un ballon. Et puis il y a une part de moi que j'aime pas. Il y a une part de moi que j'aime pas. Alors je la traîne derrière moi comme un boulet. Hein, et puis je suis pas souvent bienveillante avec elle. Hein. Mais cette part-là, c'est souvent des parts plus jeunes que nous. Hein. C'est souvent, c'est notre part souffrante. C'est celle qui va pas bien à l'intérieur de nous. Oui. Et elle tire sur sa chaîne, elle est liée à nous. On est vraiment condamné à vivre avec elle comme quelqu'un avec qui on vivrait en prison à perpétuité et attaché par un lien. Donc quand on peut démarrer ce travail avec comment vous vous voyez, qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous, qu'est-ce que vous vous reprochez, qu'est-ce que je ressens, je suis en colère, j'ai envie de la secouer. Ok, on va aller la secouer. On n'a pas le droit de la tuer, mais on va aller exprimer cette colère. On va aller exprimer ce mépris ou cette honte. On va se laisser traverser par cette émotion, et moi je mets la machine en marche qui digère ça. Le but étant d'arriver à ce que cette personne, quand elle a digéré toutes ces émotions inconfortables et négatives vis-à-vis d'elle-même, elle puisse être en bienveillance. Parce que ce cerveau émotionnel, il est merveilleux. Dès qu'on met cette machine en action, il vous envoie le dossier.
pendant qu'il retraite l'information, il vous dit, tiens, cocotte, puisque tu en parles, et pouf, là, spontanément, les gens vous disent, ah ben, il y a quelque chose qui me vient, là, tiens, je revois mon père, et pouf, on y est. On ne pensait pas avoir le souvenir et en fait, en travaillant sur juste l'émotion, on la fait revivre et on ramène la scène à laquelle c'était lié. D'accord. Ça se fait tout seul. Et bien souvent, ça nous ramène pour nous tous à notre plancher affectif. Hein. Comment je me suis sentie dans ma famille, avec mes frères et sœurs, avec mes parents, ou à l'école. Enfin, en tout cas, voilà, mon vécu d'enfance, c'est là où il y a beaucoup de programmes qui se mettent en place, et ce sont ces programmes-là qui ne sont pas forcément écologiques. Si on prend l'exemple tout bête, par exemple, j'ai eu par exemple un jeune homme qui est venu me voir, 19 ans, et il me dit, moi, mon rêve, c'est de donner mon sang. Oh, d'accord. Il dit, mais je peux pas. Je tombe dans les pommes dès que je vois une aiguille. Depuis que je suis tout petit, je suis née comme ça. Tu vois, on n'arrive pas avec le gène, je n'aime pas les aiguilles, donc on va aller voir. Hein, mais effectivement, c'était crise de panique, c'était terrible. Impossible de lui faire un vaccin, impossible de faire une prise de sang. Donc on travaille sur toute la panique, donc l'émotion de la peur. Hein, voilà, donc là on est dans, il revoit des événements qu'il a vécu récemment, des prises de sang obligatoires pour la médecine par exemple. Voilà, jusqu'à ce que le corps ait digéré ça et que ce soit tranquille. Donc il a pu donner son sang. On a travaillé toute cette émotion, d'accord? Et puis quelques mois après, comme on continuait à travailler sur ces autres dossiers dans son grenier, hein, il vient et me dit, ah mais c'est drôle, il faut que je vous raconte, j'ai discuté avec ma mère de ma naissance, elle m'a dit un truc qu'elle m'avait jamais dit, en fait. J'ai eu un gros souci à la naissance, j'ai failli y passer, ma mère était très inquiète, et moi, on m'a perforé de partout, quoi. Perfusion, etc., etc. Et je dis, voilà, alors le programme qui se met en place, il se met toujours en place avec nos vécus. Ce qui est intéressant avec le MDR, c'est qu'on va pouvoir aller nettoyer des programmes qui sont en cache, c'est-à-dire dont on n'a même pas souvenir. Hein. Donc c'est pas forcément des choses qui sont verrouillées parce qu'elles ont été douloureuses, c'est aussi parfois des choses qui sont verrouillées parce qu'on n'y a plus accès. Vous vous souvenez pas de quand vous avez 6 mois, moi non plus. Hein. Et alors concrètement, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais enfin pour qu'on comprenne bien comment se déroule une séance. En fait, il y a évidemment la parole où la personne vient avec les émotions qui, à ce moment-là, sont trop lourdes et qui l'embarrassent. Et donc, vous allez faire revivre soit l'émotion, soit la scène originelle qui a posé problème. Et vous allez tapoter. Alors, vous évoquez les tapotements ou le mouvement des yeux. Comment ça se passe? Je fais beaucoup le tapotement. J'essaie toujours les deux. Je constate que le tapotement amène autant de résultats que les yeux, contrairement à ce que je peux lire ça et là, et il permet surtout aux gens de rester bien connectés avec leur corps, puisque ce travail, il s'inscrit aussi beaucoup dans le corps. Oui. Quand j'ai peur, ça me fait un nœud dans la gorge, ou ça me serre le cœur, ou ça me fait une boule dans le ventre, ou parfois les gens vous racontent même des choses, tout le bas du corps qui est ankylosé, qui est paralysé, dans des situations par exemple où ils se sont sentis impuissants ou sidérés. Le corps parle beaucoup, et c'est vrai que d'avoir les yeux fermés et d'être à l'intérieur de soi nous permet de visualiser les images qui se présentent. Hein. On est un peu dans un cinéma intérieur, en train d'assister à ce que notre cerveau retraite. Et du coup, c'est toujours cette jauge, se mettre vraiment au service de l'intensité qu'on ressent, sans chercher à la faire disparaître. Au contraire, c'est même un peu maso, le MDR, on va appuyer dessus. Vous m'expliquiez aussi, là, avant l'enregistrement, que le MDR, c'est... Alors, au-delà des séances qu'on peut faire en cabinet, par exemple, avec vous, c'est aussi un outil qu'on peut emmener avec soi à la maison et on peut EMDRiser, c'est très moche, oui. Comme ça, mais voilà. En tout cas, on peut le prendre pour un outil d'auto-guérison. Alors, quand on fait de l'auto-MDR, c'est important quand même d'avoir trié en amont les gros dossiers, hein, parce que ça peut mettre dans des états difficiles, hein, mais après, effectivement, quand je reviens du boulot et que Georgette n'a pas été sympa avec moi et que ça me reste en travers et que je rumine dessus toute la soirée en faisant la cuisine, je peux effectivement décider de me poser sur ma chaise, de tapoter mes genoux en alternance en pensant à Georgette, en lui disant tout le bien que je pense d'elle, en défoulant ma colère, éventuellement en pleurant un bon coup, etc., etc. Et puis, ça fait du ménage. Je vais aider cette machine, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir les gens trouver leur propre solution dès lors qu'on digère ce système qui est un peu en panne.
notre propension naturelle à retrouver l'homéostasie, l'équilibre et la joie, il se remet en marche. Et les gens trouvent les solutions. Une fois qu'on digère tout l'émotionnel inconfortable qui est lié à cette situation, tout d'un coup, en fait je vais faire comme ça, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça se met en place tout seul. En fait, ce qui est très joli, et ça l'est d'autant plus parce que ça fait écho aussi à votre propre parcours, c'est que dans cette démarche-là de MDR, on a vraiment vocation à aller retrouver notre source, et c'est cette source que vous évoquiez tout à l'heure, une source de vie et de joie que, comme vous disiez, qu'ont les enfants, quoi. C'est vraiment très fort. Hein. Oui, c'est une démarche de... Globalement, c'est là où ça rejoint la spiritualité, c'est une démarche d'acceptation, de se mettre au service de ce qui est plus grand que nous. Et on est toujours gagnant à ça. Or, notre chemin de vie, c'est vraiment ça, c'est accepter ce qui est, faire avec ce qui est. Et quand il m'arrive un truc pas cool, je suis d'abord pas dans l'acceptation. Hein. Je dois faire le deuil de quelque chose qui ne se passe pas comme j'aurais voulu. Absolument. C'est passionnant, hein, Valérie. Voilà. Moi, très franchement, j'ai jamais testé, mais ça me rend très curieuse de l'EMDR, encore plus. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser les quelques questions rituelles que j'aime poser à mes invités en fin d'émission. Donc, ma première question, c'est de savoir si vous écoutez souvent votre petite voix dans le sens de votre intuition. Alors, ça fait partie du chantier de chaque jour, de jamais la perdre. Oui. Ça demande. Alors, ça requiert aussi d'avoir suffisamment de calme. Alors, cette petite voix, elle parle pas fort, hein, des fois. Elle parle même très doucement. Et de plus en plus, on voit des gens qui sont pris dans un rythme infernal. Le boulot, les gamins, le machin, le truc, les sorties, la vie sociale. Enfin, toutes ces injonctions de faire plutôt que d'être et qui font qu'on n'a plus le temps. Et la petite voix, il lui faut un petit espace un peu particulier pour. Mais je l'écoute, oui, je l'écoute. Je l'écoute autant que je peux. Est-ce qu'il y a un livre, Valérie, qui a particulièrement éclairé votre chemin de vie ? Oh, il y en a beaucoup. Alors, si c'est un roman, ce serait Les 7 plumes de l'aigle de Gougo, que j'adore. Si c'est un bouquin du côté des bouddhistes, il y a La voix sacrée du guerrier. Est-ce que vous avez, toujours dans les bons conseils dont on pourrait s'inspirer, un rituel bien-être quotidien ? Alors, mon petit rituel du matin, c'est un rituel chamanique, c'est l'appel aux directions. Donc, c'est de me mettre en relation avec la sagesse des arbres, des minéraux, des esprits, des anciens, des morts, tout ce que vous voulez bienveillant, qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du ciel, de la terre, et de les relier tous à mon cœur. Pas mal. Et ma dernière question, Valérie, est-ce que vous êtes heureuse ? Vaste question. Alors, si être heureux, c'est se sentir plutôt serein, plutôt en acceptation des choses, plutôt en souplesse, c'est-à-dire d'arriver à suivre le courant de la vie en évitant les obstacles au lieu d'être cette truite saumonée, obstinée qui veut remonter le courant, ce que j'étais beaucoup avant. Oui, alors je suis heureuse. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe m'amène plus de confort intérieur. Wow. Voilà. Okay. Joli. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour cet entretien. Je vous remercie beaucoup à vous. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.